Bonjour à tous et bienvenue une nouvelle fois pour cette émission sur On ne vous demande pas d'y croire, cette chaîne à laquelle j'espère que vous êtes abonnés. Je salue au passage bien sûr toute l'équipe, je vous remercie d'être fidèles au rendez-vous et je vous invite également à visiter ma propre chaîne RTV Sandrine Dupuis, à vous abonner. Vous aurez l'occasion de revoir la rediffusion de toutes les interviews qui se donnent ici, mais aussi des trucs et astuces si vous aimez la peinture et que vous avez envie d'essayer. Je vous invite également sur le groupe Facebook dans lequel nous parlons des futures émissions. Il y a des petits échanges qui se font entre deux et c'est une joie vraiment de vous y accueillir aussi. Alors aujourd'hui, j'ai un invité particulier que je me réjouis de vous présenter. Il s'agit de Cyril Claus. Cyril Claus, c'est peut-être un nom qui ne vous est pas très familier, bien que vous l'ayez déjà aperçu à de nombreuses reprises. En fait, Cyril, c'est une personne très importante du trio Philippe, Laurent Jacques et Cyril qui est le troisième. C'est quelqu'un qui est tout de même à l'origine de cette rencontre. Je vais lui permettre bien sûr de s'exprimer à ce sujet. Et je suis vraiment très heureuse de vous le présenter aujourd'hui parce que c'est un homme de l'ombre. On le voit souvent dans les coulisses pour plein de choses, alors qu'il est vraiment très actif sur cette chaîne. Voilà, sans plus tarder, je vous présente Cyril, que voici. Bonsoir Cyril. Et bonjour. Et ça me fait bien plaisir d'être avec toi. Et avec quel démarrage professionnel, on est sur une vraie chaîne de télévision, j'adore. Bravo. Voilà. Mais c'est vrai que je suis très contente aussi que tu sois là parce que on t'appelle parfois le technicien de Philippe quand on est au festival, on ne vous demande pas d'y croire parce qu'effectivement, tu prépares les caméras, tu prépares le son, les micros, etc. Et on a l'impression que ton rôle à toi, c'est le technicien. Et puis, dans les émissions, il y a parfois des directs, et là aussi, c'est Cyril qui fait les cadrages, qui de temps en temps arrive en fin d'émission pour poser une ou deux questions, comme dans l'émission Merci, on vous écoute. Mais finalement, tu es beaucoup plus que ça, tu as beaucoup plus de casquettes à ton actif. Et la toute première, c'est ton prénom, c'est Cyril. Alors, Cyril, si tu nous disais un peu qui tu es en quelques mots. Qui je suis? Alors, je suis. Ça, c'est un peu la pire des questions. Je suis. Alors, je ne suis pas mon CV dit. Je ne suis même pas ce que ma mère dit. Je suis quelque chose que je ne sais pas, je pense encore. Et en tout cas, je suis. Voilà. Et maintenant, plus prosaïquement, je suis. Donc, une partie de moi est réalisateur pour la télévision. Et une partie de moi, effectivement, donne de temps en temps un coup de main à Philippe. À un moment donné. C'est donc le je suis. Qu'est-ce que tu es? Demain, je serai quelqu'un d'autre. J'aurai un jour de plus déjà. Pourquoi on est là? Et du coup, j'ai du mal à répondre à cette question parce que je ne sais pas s'il y a un pourquoi. Mais en tout cas, ce qui me donne l'envie de continuer, c'est effectivement tout ce qui est derrière moi et au sens propre et au sens figuré. Et puis l'envie aussi de partager j'aime créer de l'émotion chez celui qui va regarder ce que je vais proposer. Comme toi dans l'art aussi, tu crées, j'imagine, je ne vais pas parler pour toi, mais l'art génère de l'émotion et c'est un plaisir, enfin en tout cas c'est quelque chose d'enrichissant de générer de l'émotion. Donc à faire de l'émotion positive, bien entendu. Amener au moins des petites graines, voilà, on va dire. Amener des informations, amener du savoir, c'est un grand mot aussi. Alors j'ai du mal avec tout ça, mais c'était apporter des clés sur différents domaines. Voilà, alors c'est une question, figure-toi que je ne la pose jamais, cette question-là, mais toi, je savais que tu allais apporter une réponse particulière, une réponse profonde, et je voulais justement qu'on commence sur cette profondeur que tu as finalement, tu as énormément de connaissances, tu es quelqu'un de très cultivé, mais il y a cette profondeur de l'être qui est vraiment manifeste chez toi, toutes ces questions en suspens, sans réponse, toujours vraiment formelle, mais en même temps cette ouverture que tu as sur plein de choses. Et tu viens de parler que tu donnes des clés, que tu donnes des informations, etc. Mais en fait, on n'a pas encore
vraiment défini ce qu'est ton métier. C'est quoi ton métier, Cyril? C'est de réaliser, donc je réalise pour la télévision des documentaires et des émissions, des magazines. Je dois être au 10e documentaire sur différentes choses. J'ai fait des documentaires sur des poètes, sur Jacques Fouzine. J'ai fait des documentaires sur des musiciens, sur un musicien. J'ai fait des documentaires sur le Liban. J'ai fait des documentaires. J'ai fait pas mal de choses et beaucoup de magazines pour France 3 National et France 3 Corse, bien sûr, majoritairement. Oui, c'est donc comme ça que tu as connu Laurent Jacques et Philippe, je pense. Ah non, t'as pas toutes les infos, mais Laurent, alors, on va commencer par la connaissance la plus ancienne, c'est Philippe. On se connaît depuis qu'on a, 18 ans. Donc, on dira pas que ça remonte à quand, mais à l'époque, je faisais de la radio. J'avais lâchement abandonné mes études après le bac que j'ai raté parce que j'étais déjà à la radio. Et donc, je l'avais, et lui avait son groupe, Tapage Nocturne à l'époque, que les Avaxiens connaissent bien, enfin, ceux de notre âge. Et donc j'avais fait une interview de lui à l'époque à la radio et on se connaissait parce qu'on se croisait évidemment à la radio et la musique, c'était assez complémentaire et donc voilà, on se connaît de là et on s'est croisés plusieurs fois et on s'est entrecroisés voilà, sans avoir une vie parallèle quoi. Non mais c'est amusant, c'était toi l'intervieweur à ce moment-là alors. Ah oui, j'ai fait ça pendant 20 ans quand même la radio. Carbone 14, Alta Frequenz, et puis après RCFM, il y a eu RCI entre-temps, il y a eu beaucoup de radios, j'ai fait beaucoup de radios, j'adore ça, hein, j'aimerais bien encore le faire et tu l'as vu aussi, quand Philippe m'a donné un jour m'a dit tiens, tu iras poser les questions à la fin pour les invités et j'étais tout content parce que c'était voilà, je retrouvais même si c'était filmé, ça change pas grand-chose en fait. Et oui, je l'ai fait ça pendant longtemps, ouais. Et Laurent Jacques, je l'ai rencontré avant de faire de la télé. Et à l'époque, lui, il avait un magazine, il était chercheur au CNRS, il était archéologue, et donc du coup, je l'avais croisé pour une émission que je faisais moi à la radio. Et lui, il avait un magazine qui s'appelait Stantari à l'époque sur l'archéologie en Corse. Et donc voilà, on s'était croisés comme ça. Et puis en fait, en 2 secondes, on s'est liés d'amitié. Et voilà, on n'a pas arrêté là, on était vraiment amis, on se voyait régulièrement tous les jours, tous les matins au bar, parce que avant d'aller ou après mon émission de radio, parce que je faisais le matin. Et voilà. Et donc, du coup, le jour où je suis rentré, par hasard, je rigole à chaque fois, évidemment. Le jour où je suis rentré, où on m'a proposé une place dans une boîte de prod pour être journaliste, j'ai pas hésité une seconde. J'ai dit ouais, tiens, ça me changera un petit peu. Et au même moment, Laurent Jacques, lui, faisait de la télévision aussi il avait une émission d'archéologie à l'époque et il a arrêté la recherche pour faire que de la télévision. Il a commencé à écrire les scénarios et voilà. Et à un moment donné, on s'est rejoints. On se voyait tout le temps, mais on s'est rejoints professionnellement puisque le premier documentaire que j'ai fait, c'est lui qui l'a écrit, qui est venu me le proposer. Voilà. C'était pour rien vous cacher, c'était sur Pierre Nouveau, c'est le chef d'orchestre du cirque Bouglione. Et on a fait un très joli film sur les répétitions au cirque d'hiver Bouglione avec Pierre, mon bon Pierre que je salue, le chef d'orchestre. Voilà. Et c'était assez magique. C'était assez magique. Voilà. Et là, on a commencé. Et après, depuis, on en a fait ensemble. On en a fait que 2 parce que lui, il travaille dans d'autres boîtes. Et on en a fait que 2. Donc c'est une longue histoire qui vous lie en fait. Hein. Oui, tous les 3. Oui. Et donc comme tu le disais, je fais juste le raccord avec ce que tu disais, c'est qu'un jour je dis, on part avec Philippe faire la Bretagne. Je vais pas raconter l'histoire parce que tout le monde la connaît et que quand il m'appelle pour faire ça, je dis écoute, je viens. Donc je me dis je dis si je viens et puis on va essayer de faire quelque chose et on a fait donc j'ai filmé et pendant ce voyage-là m'est venu à l'idée que ce serait chouette de faire ça, c'est-à-dire de lier mes compétences, quelles qu'elles soient, dans ce domaine-là, pour parler de choses qui m'intéressaient aussi, ce qui n'est pas le cas réellement à la télévision classique, on va dire, pour l'instant.
Et du coup, j'ai appelé Laurent Jacques. J'ai dit, écoute, je vais te présenter quelqu'un, Philippe, et parce que on a une idée, on voudrait faire des documentaires. Et le premier documentaire qu'on voulait faire, c'était sur les EMI. Donc, j'ai présenté Vanina. Bon, c'est dans le livre de Laurent Jacques. Il le raconte. Il le raconte à sa manière parce que chacun a des mémoires différentes. Mais c'est à 80%, ça s'est passé comme ça, quoi. Donc, au niveau de la temporalité, pas vraiment, mais voilà, ça s'est réellement passé comme ça. On s'est retrouvés sur la plage et, et j'ai même dit à ce moment-là, je dis moi, mais vous allez écrire un livre ensemble. C'était un an avant qu'ils soient le premier livre. Ah oui, tu le savais déjà, toi. Je sais pas, non. Je me suis dit, oh là, vous allez écrire un livre ensemble. Ils en ont écrit. Voilà. Mais voilà, ouais. Et de cette alliance, on va dire, de cette alliance est né 2 documentaires. Donc, enfin, c'est pas vraiment un documentaire, on va dire, mais j'aime bien appeler documentaire, mais c'est ce film qu'on a fait en Bretagne avec Philippe. Et puis le deuxième, c'est Marie-Madeleine que j'ai fait avec Laurent Jacques. Je trouve ça vraiment intéressant ce que tu expliques là parce que on a l'impression parfois que le monde spirituel, c'est le fait d'être médium, d'être un guérisseur, d'être quelqu'un qui a une capacité particulière. Et on peut voir justement en t'écoutant et en écoutant tous les artistes aussi qui sont déjà passés en interview qu'il y a une autre manière de vivre la spiritualité, une autre manière de la partager avec les autres. Et toi, c'est donc à travers des images que tu le fais. Comment ta vision justement profonde, comment tu fais pour la rendre par les images? Alors, là, c'est très compliqué. Alors déjà, il faut que je refasse encore un long tunnel. Non, je vais essayer de faire court. Tu remarqueras que j'aime pas parler, donc j'ai du mal à me dévoiler. Oui, mais tu es là pour parler, donc ne t'en prive surtout pas. C'est pour une fois que j'ai le droit. Et en fait, je vais juste faire, enfin, un peu court quand même, mais c'est dire que de toute ma jeunesse, jusqu'à mes 18 ans, donc quand j'étais chez mes parents, et j'étais vraiment baigné là-dedans dans cette spiritualité. Pour moi, c'était normal. Et pour moi, à l'époque, en tout cas, la spiritualité, c'était de la recherche, c'était c'était expérimenter, c'était faire de la méditation, c'était faire des respirations, c'était et beaucoup lire. C'est vrai que j'ai beaucoup lu et à tel point que j'ai lu la Bible parce que ma mère était là-dedans. Donc j'avais accès à des cours. Mon père était lui très scientifique, mais en même temps il y avait quand même il dérapait un peu parce qu'il s'intéressait à la physique quantique. Donc du coup c'était déjà tu vois il y a plus de 40 ans maintenant. J'avais accès à ça, à la physique quantique. C'était quelque chose qui passionnait mon père. Et du coup, il y avait ce lien. Je trouvais ça très étonnant il y a quelques années qu'on dise ah bah tiens la physique quantique, la spiritualité. Bah oui, enfin tiens, on le sait depuis les années 60, même dans les années 30, les physiciens étaient déjà très spirituels. Bon. Et puis après, à un moment donné, il y a eu vraiment une coupure, quoi. J'ai ramené 20 ans, ben, c'était fini. Je travaillais en boîte, je buvais, je sortais, j'ai travaillé, j'ai fait des choses qui me plaisaient, mais jusqu'au moment où il y a eu une autre cassure et où là, j'ai ressorti, tu vois, toutes ces choses-là, tous ces livres. Et puis c'était un peu au même moment où tout le monde, un peu avant le Covid, et puis surtout pendant le Covid, où on s'est dit tiens. Bah, si on prenait un peu le temps pour soi et j'ai vraiment en fait comme si j'ai fait un retour en arrière, j'ai ressorti mes trucs, je me suis remis dedans et je me suis posé la question mais comme ça c'était vraiment très en arrière-plan, mais elle est ressortie au moment où Philippe m'a appelé en me disant ah, mais tiens mais on peut lier les deux quoi. Hein, le travail c'est pas obligatoirement gagner sa croûte bêtement. Je peux aussi lier mes centres d'intérêt, et ma quête et mon désir de choses avec ce que je sais faire. Comme Philippe l'avait fait en faisant sa chaîne YouTube. Et même si la quête était différente, mais c'était pareil, c'était comment lier une quête personnelle sur un élément, une activité professionnelle qui te permettait de vivre en fait. Voilà. Moi, la seule chose que je dis et je l'ai répété, d'ailleurs, tu étais là ou tu étais pas loin, en tout cas quand on était à Lille, où je discutais avec un réalisateur,
de cinéma et quelqu'un qui fait une série Polka pour le nommer parce qu'on l'aime bien. Et on parlait d'un projet de film. Enfin, lui avait son projet de film et il discutait avec moi. Il voulait discuter avec moi. J'étais très honoré qu'il trouve que ma parole avait de la valeur. Et du coup, j'en suis arrivé parce que des fois, il y a des choses que tu sais mais que tu peux pas exprimer. Mais quand on t'en pose la question, comme tu le fais, bah du coup, tu verbalises et du coup, ça devient une réalité. Et en fait, j'ai réalisé à ce moment-là, en le disant, qu'en fait, en posant la question de qu'est-ce que c'est, pourquoi le cinéma et pourquoi faire des documentaires et pourquoi la spiritualité et pourquoi ci et pourquoi là, ben en fait, j'en suis arrivé juste à une seule, vraiment la chose fondamentale pour moi, c'est la rencontre avec l'autre et qui peut être la rencontre avec soi aussi en même temps. C'est la rencontre et le passage de savoir qui est réciproque. Si tu vas rencontrer quelqu'un, tu récupères du savoir et tu peux, toi, le rediffuser ou tu peux également, dans ta rencontre, donner du savoir. C'est l'échange. Et la force du documentaire, s'il est bien fait, c'est de réussir à ce que les personnes qui regardent ce documentaire reçoivent ce que toi, tu as reçu avec la caméra comme information et comme information, je le dis en sens large, hein, ça peut être de l'amour, ça peut être de l'émotion, ça peut être plein de choses, comme l'information au sens quantique du terme, tout est information, donc tu reçois de l'information, tu reçois de l'émotion, tu reçois de l'amour, tu reçois des choses et ça peut faire des clics, voilà. Pour moi, réussir un documentaire, ce serait réussir à faire passer une émotion, donc de l'information au sens large. Est-ce que dans tes lectures, dans les auteurs que tu découvres, est-ce qu'il y en a qui ont marqué un tournant décisif dans ta manière de filmer, ou bien est-ce que c'est quelque chose de plus subtil qui la nourrit continuellement? Comment tu vois ça? Alors dans les lectures, je pense pas que, enfin, si, parce que les lectures te nourrissent encore une fois, comme l'art peut te nourrir aussi, et donc du coup, ce que tu proposes dans ton travail et dans ce que tu fais, évidemment transparaît tout ce que tu as acquis, mais aussi bien de tes rencontres, de tes lectures, des films que tu as pu voir. Donc, mais dire ah ben tiens, c'est ce film-là ou ce livre-là qui a influencé. Pas vraiment. Je pense que c'est la somme de tout ça qui fait ce que je suis aujourd'hui, comme pour toi aussi, pour tout le monde. Je pense que c'est la même chose. Il y a des livres marquants. Je sais qu'il y a des livres qui m'ont marqué quand j'étais jeune. J'avais Khalil Gibran, le prophète, ça m'avait marqué. Et en même temps, j'étais marqué par les livres de Jérôme Ferrari aussi. Ça n'a rien à voir, tu vois. Et puis là récemment, ceux qui m'ont vraiment dans ceux qui m'ont le plus marqué, parce que j'étais dans un tournant, ça a été Philippe Guimand. C'était les livres de Philippe Guimand, et où j'ai vraiment tout avalé. Et puis, je pense que c'est les lectures qui font que j'ai envie de faire ce que je voudrais faire. Voilà, c'est plutôt ça. C'est plutôt à force. Tu sais, c'est un peu comme tu apprends que la Terre est ronde, alors que tu pensais que ça se limitait à ton village, et donc du coup, tu étais dans ton village et tu faisais toutes les rues. Puis le jour où tu apprends que la Terre est ronde, tu te dis putain, mais j'ai envie d'aller ailleurs. Et là, c'est un peu ça, c'est t'apprends des choses et tu te dis ouais, mais bon, là, ce que je suis en train de faire, ça va plus quoi, tu vois. Il faut que j'aille voir, il faut que je puisse faire. Je puisse profiter de ça, que je puisse faire profiter à d'autres personnes. Tu sais, quand on regarde une émission, quand on regarde un film, finalement, nous, ce qu'on voit, c'est le résultat final. On ne voit pas la personne qui est derrière la caméra. C'est bien pour ça que je disais que tu es souvent l'homme de l'ombre, puisque tu es derrière cette caméra. Et d'un autre côté, est-ce que le fait d'être derrière la caméra te donne une liberté que peut-être d'autres n'ont pas? Derrière la caméra, alors pour être tout à fait honnête, le réalisateur ne filme pas normalement. Dans une architecture télévisée classique, tu as le réal, donc qui est aux commandes, et il a ses cadreurs et ses ingé son, le monteur après, etc. Et donc du coup, c'est lui qui dit je voudrais bien faire ça. Bon, en l'occurrence, moi, ça m'arrive souvent de filmer, et notamment pour le Marie-Madeleine où j'étais tout seul. J'ai fait l'image et le son tout seul, même le montage. Mais du coup, le fait d'être derrière, je le vois pas comme quelque chose de, c'est pas je me cache, tu vois, ou comme un acteur qui te dirait oui, je joue un personnage, donc je cache ma vraie personnalité, blablabla. Non,
ce qui fait la différence entre un réalisateur et un autre, c'est son approche de la personne qu'il va interviewer. C'est certainement le contact qu'il va avoir avec. C'est qu'est-ce qu'il va choisir au moment final dans le montage, parce que tu fais des rencontres, ça dure des heures. Pour faire un film de 52 minutes, on a des fois 80 heures d'images, enfin, ou peut-être pas d'interview, mais on a des tonnes. Souvent, on a beaucoup d'images et beaucoup de sons, et tu vas choisir. Donc, du coup, c'est là-dedans. C'est dans l'approche que tu as de la personne que tu vas interviewer. Je dis la personne parce que je me vois pas faire un documentaire sur un arbre, même si c'est très passionnant, mais je suis attiré par la rencontre. Peut-être un jour, je pourrais faire une rencontre avec un arbre réel, mais donc pour moi c'est vraiment un personnage. Marie-Madeleine par exemple, pour moi c'est Marie-Claire, donc c'est le personnage principal du documentaire qui était important. Et au travers de ce que elle vit, il y a des messages qui passent. Si tu veux, pour moi, tu as un message passionnant à faire passer, tu vois, et Sandrine, tu as un message passionnant à faire passer. Je vais t'interviewer, on pourrait le faire. J'interviewe, alors Sandrine, tu as écrit des livres, et donc et qu'est-ce que la vie, blabla. Et tu vas me répondre, et les gens vont écouter, d'accord. Ça c'est l'interview, c'est le message qui va passer. Mais l'émotion, elle va passer très difficilement parce que comme on est dans un cadre, comme on est là maintenant, qui est bien défini, on ne voit pas bouger, on ne voit pas interagir, on ne voit pas boire un coup, on ne voit pas vivre. Tu vois, moi, la différence entre une interview et un documentaire, c'est que dans le documentaire, tu essayes de montrer les gens, la personne, les lieux de manière vivante. L'interview, pour moi, c'est savant. C'est le savoir, la connaissance que tu transmets comme ça, mais sans l'émotion, on va dire. Évidemment, tu peux faire une interview où il y a beaucoup d'émotions qui passent si tu racontes une histoire triste, par exemple, ce qui est assez facile de faire passer des émotions tristes. Pour ça, je reviens sur l'idée de faire passer des émotions plutôt de joie et d'amour. Mais là, c'est déjà plus compliqué. Et c'est pas ça. C'est pas le réalisateur, il n'a pas besoin de se cacher ou c'est pas que tu te caches. C'est que je suis pas utile. J'ai pas besoin d'être devant pour parler. Il y a aucun intérêt entre guillemets, tu vois. Et moi, je cherche au travers des images parce que, comme tu le sais aussi bien que moi, c'est que un dessin vaut mieux qu'un long discours. Et donc, une image vaut mieux qu'un long discours aussi. Mais quand tu arrives sur quelque chose que tu dois dire, une émotion que tu dois transmettre. Et toi, tu arrives, en fait, tu fais l'emballage. Tu vois, tu emballes tout ça, tu le mets en image et hop, ça émerge. Et donc, du coup, c'est comme si tu avais la synthèse de plusieurs choses. Le savoir, l'émotion, le visuel, tu as tous les sens qui viennent se percuter. Plus que sur une interview de radio, par exemple, où tu vas avoir du savoir brut. Tout ça, bien sûr, ça se prépare. Quand tu vas réaliser un documentaire, tu ne débarques pas comme ça, sans aucune idée de ce que tu vas faire. Il y a une préparation. Mais pendant que ça se passe alors, pendant que le tournage se réalise, est-ce qu'il y a des imprévus? Est-ce qu'il y a, quand je dis imprévu, je te parle pas d'un truc qui tombe en panne, mais je veux dire quelque chose auquel tu ne t'attendais pas en discutant avec la personne, qui vient apporter quelque chose, une autre dimension. Est-ce que tu as l'impression que quelque part le film en lui-même t'apporte aussi quelque chose de plus que ce qui était prévu au départ? Alors encore une fois, sur ce que les films que j'ai pu faire, il y en a certains, je suis très très content de les avoir faits, même si c'est pas dans le domaine de la spiritualité. En fait, tu peux prévoir ce que tu veux, ça se passera jamais comme tu as prévu. Jamais. C'est jamais. La seule chose que tu peux prévoir, c'est à quelle heure tu te lèves, à quelle heure tu fais le rec, et encore, c'est pas sûr. Et plus ou moins, effectivement, tu as des séquences, tu dis, bon, je vais faire une séquence là, une séquence là, une séquence là. Tu peux faire un storyboard en te disant, je voudrais ça, 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 mais du coup, tu vas plus dans le cinéma. Et le cinéma, c'est de l'émotion factice qui peut être très bien rendue. Attention, c'est pas une critique, mais le documentaire, il se veut de l'émotion brute et réelle. Donc, du coup, il faut laisser le temps de vivre les choses. Et donc tu peux pas dire tiens, je voudrais qu'il me dise ça à tel moment, au moment où le soleil passe derrière lui, ou au moment où il y a un bateau, ou un oiseau qui vient se poser sur son épaule, ou que sais-je. Tu peux pas
prévoir. Mais plus tu es en symbiose avec tes personnages, et plus il y a des choses magiques qui se passent pendant les tournages, bien sûr, mais tu peux pas les prévoir. Je vais te raconter une histoire sur un documentaire, je citerai pas de nom, parce que c'est un doc qui est passé à la télévision, mais c'est un ami, un cadreur avec qui je travaillais qui me l'avait raconté. Il y avait une journaliste qui faisait un documentaire sur un philosophe. Et c'était la deuxième fois qu'elle le filmait. Elle avait fait un documentaire sur lui il y a 10-15 ans avant. Et donc, du coup, c'est 15 ans après, elle refait ce documentaire. Et donc, elle pose des questions. Et puis, donc, lui, il répond, évidemment. Et puis, alors, elle arrête, elle demande au cadreur d'arrêter. Elle dit, non, mais la dernière fois, tu m'avais dit ça. J'aimerais bien que tu me redises ça. Et lui, il dit, mais la dernière fois, c'était il y a 15 ans. Je dis, moi, il y a 15 ans, je peux pas te répondre la même chose. Ah, si, il voulait absolument. Donc, tout ça, voilà. Donc là, c'est l'erreur. Enfin, moi, je ferai jamais un truc pareil, hein. Mais et donc ça a été tout le documentaire comme ça, et ça s'est fini de manière assez drôle, mais tout ça pour te dire que tu peux pas dire à quelqu'un, c'est comme si tu te disais, bon, voilà, ce soir, j'avais interviewé Cyril, et il va me dire ça et ça. Et puis que tu me disais, maintenant, j'aimerais bien que tu me dises ça. Non, c'est pas possible, tu vois. Et évidemment que c'est pas possible. Et puis il y a du coup dans le documentaire, tu as largement le temps de faire des choses, de filmer. Et effectivement, à toi de choisir quand tu fais ton montage, de mettre le moment où tu as la personne qui sourit, qui regarde par la fenêtre, ou de mettre le moment où elle t'explique que 2 plus 2 ça fait 4. Tu vois, c'est toi qui choisis. Et donc du coup, le film prend sa dimension après à la fin au montage en fonction de ce que tu auras choisi de mettre. Du coup, dans la spiritualité, j'ai pas encore assez d'expérience parce qu'on en a pas fait. Enfin, c'est pas. Puis j'aime pas dire spiritualité entre guillemets. Enfin, pour moi, ça veut rien dire. Ou alors tout est spirituel. Toi, donc, mais à partir du moment où tu filmes des gens, j'ai fait un film sur Jacques Fouzine. C'est un poète que tout le monde connaît encore, qui est un type adorable. J'ai passé un moment extraordinaire, une semaine avec lui, et voilà. Et le film est très beau, et parce que j'avais un vrai personnage que j'ai découvert, et il y a des choses qui sont arrivées parce qu'on s'entendait bien et qu'il a accepté de faire. Voilà, j'ai dit tiens, tu pourrais lire tes poèmes en marchant. Il dit ouais, bien sûr, pas de problème. Et alors qu'il est âgé, mais il l'a fait, et puis on a fait des images superbes, mais parce que ça passait, quoi. Des choses passées. Alors, à ton actif, Cyril, il y a quand même 2 films importants. Il y en a un qui a déjà été diffusé, dont Philippe a beaucoup parlé, qui concerne la Bretagne, et puis un autre au sujet de Marie-Madeleine. Je vais bien sûr te laisser l'occasion de nous expliquer un peu ton point de vue sur ces 2 films. Et je propose tout de suite qu'on regarde le teaser de la Bretagne qui est déjà passé, qu'on a déjà vu, mais bon, ça fera un petit rafraîchissement, et puis un peu plus tard, on passera le suivant. Donc là, juste ici, on va s'arrêter ici. Si tu regardes bien, à un moment donné, tu vas sentir qu'on t'observe. Ah oui. Il y a beaucoup de monde ici. Est-ce qu'elle habitait cette fontaine aussi par les êtres de la nature? Alors, dans mon ressenti personnel, pas cette fontaine, non. Par contre, tout autour, c'est très habité. On rentrait dans les bois. Je vous demande juste d'accueillir l'esprit du lieu, de le remercier pour la visite, voilà, pour vous laisser le passage dans cet endroit particulier. Le druidisme a ça de particulier, nous, tel qu'on le pratique, d'être adogmatique. Ouais. Voilà. Il n'y a pas un livre sacré. Non. Le premier principe païen, c'est de vivre, mais de pas faire semblant. De le vivre vraiment, entièrement, pleinement, chaque instant. C'est un message qui donne envie de croquer la vie à pleines dents.
Voilà, alors ce film, La Bretagne, je sais que c'est un projet qui a été vraiment important pour toi. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors, c'est un projet qui est très important pour plusieurs choses. Déjà, ça a été le point de départ en fait de ma décision de vouloir faire ça et de sortir de ce que je faisais habituellement. Et puis, c'était très drôle comment ça s'est passé. Si je peux raconter en 2 secondes, Philippe m'appelle et me dit est-ce que tu pourrais former un cadreur parce que est-ce que tu pourrais former un cadreur? Je dis non, je suis pas formateur, puis je suis pas cadreur, je filme, mais je j'ai pas la prétention d'être un cadreur et je peux pas apprendre. Ah oui, moi parce que alors, puis je dis mais pourquoi? Alors, il dit, mais parce que je voudrais aller rencontrer les gens que j'ai interviewés. Et du coup, on va filmer. Il me dit ouais, mais c'est avec un caméscope, on va aller juste les rencontrer pour qu'on les filme dans leur lieu de vie. Ok, moi au même moment j'étais sur un plateau de télévision, autant te dire c'était vraiment le truc le plus le plus inintéressant au possible. Et puis alors, je dis écoute je vois, je le rappelle parce que ça prenait du temps et je dis mais tu veux faire ça quand? Ah, il dit oh c'est au mois de juin. Je dis bah ça va, on a le temps de voir venir. Alors oui, je pourrais lui donner quelques trucs, mais enfin, je sais pas, je pourrais pas le former. Et je dis mais tu vas faire quoi? Mais on allait filmer puis une cérémonie, la cérémonie du solstice d'été avec les druides. Ah bon? Alors je raccroche, on fait notre truc et tout. Je le rappelle, j'écoute, c'est quoi, 21 juin? Et je viens, si ça te dit, je viens gratuitement. Je prends mes vacances et puis je viens et puis je filmerai. Et au même moment, il y a un copain, un cadreur qui m'écoute et qui me dit quoi, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que tu fais? Je dis non, rien, je vais en Bretagne filmer des druides. Je viens moi aussi. Enfin bon, au final, on s'est retrouvés donc à deux cadreurs professionnels entre guillemets et plus mon collègue que moi d'ailleurs. Donc on entend que tu prends tes congés, qu'au niveau argent, il y en a quand même pas trop, à part peut-être les frais du voyage qui sont pris en charge pas par Philippe, par la chaîne, mais tout le reste quand même, c'est un don de soi. Et moi, il y a quelque chose qui m'étonne parfois dans les commentaires. Heureusement, il y en a pas souvent. Je crois que la plupart des gens quand même ont une petite idée de tout ce que ça engendre comme travail ici derrière la caméra. Mais il y a parfois des petites remarques qui sont un petit peu à côté de la plaque et j'aimerais bien que tu nous parles un petit peu justement de la réalité des choses par rapport à un projet de film. Là, en l'occurrence, on est parti donc une semaine. Effectivement, c'est Philippe qui a payé. Et puis au bout d'un moment, on y a tous mis aussi parce qu'on se faisait plaisir quand même. Donc c'est aussi le problème dans ce genre de métier. C'est que quand on se fait plaisir, on a du mal à quantifier et à dire oui, mais ça coûte de l'argent. Et on a passé une semaine, on a filmé, on n'a pas arrêté, on a fait vraiment beaucoup de choses. Et puis après, c'est pas que filmer parce que du coup, il a fallu faire le montage. Et ça m'a pris 2 ans, en fait. 2 ans parce que je travaille. Donc, du coup, c'était le soir. J'ai mon ordinateur de l'autre qui est devant moi, là. Et le soir, quand je pouvais, quand il y avait pas mon fils, quand il y avait pas, que j'avais le temps, où j'étais en forme, je me suis mis au montage et ça a duré 2 ans, quand même, pour faire ce montage. Et tout ça pour dire que si tu veux entendre ce que ça coûte un film, un vrai film, oui. Un vrai film, un caméraman, donc une boîte de production qui engagerait une équipe pour faire du documentaire. Elle prend donc un réalisateur, c'est minimum 350 € au jour. Un cadreur, c'est minimum 300 € au jour. Un ingé son, c'est 300 € au jour. Et je parle pas évidemment des frais annexes, d'hébergement, nourriture, parce qu'on mange et on dort. Et oui, c'est ça. Donc c'est à peu près 1 000 € plus les frais, quoi. Par jour, oui, voilà. Ça, oui. Et sans compter les charges pour le producteur, parce que tu doubles évidemment. Mais l'achat de matériel, l'investissement. Oui, voilà. Rien n'est gratuit. Et le montage, c'est pareil. Pour monter un documentaire, c'est 1 mois de montage. Et un monteur, c'est 350, 400 € la journée. Et puis c'est du matériel. Enfin bon, voilà. Ça vaut très cher. Et effectivement, le jour où on a présenté le film, il y avait un commentaire en dessous en disant dommage, c'est payant. Mais c'était ça que je pensais. Parce que je sais bien, là quand même, c'est une personne qui
qui réalisent pas quoi, hein, ce que c'est. Le jour où on a fait l'émission, on avait dit bon ben voilà, on a mis 3 ans, on a fait tout ça, et là on va vous le proposer en location 4,99 €, pour pas dire 5 €. Voilà, mais c'était 4,99 à la location pour voir le film. Et du coup, et c'était le comment c'est super et tout, vraiment ça fait plaisir, mais dommage que ce soit payant. C'est ça. Déjà, vous regardez YouTube, c'est gratuit. Enfin, il y a plein de trucs gratuits. Je veux dire, là, donc j'ai expliqué. J'ai dit, c'était une semaine de tournage, nani, nana, il y a les avions, il y a jamais on rentabilisera, bien entendu, mais enfin, honnêtement, pour être tout à fait honnête, j'étais quand même très, très déçu. Et Laurent Jacques aussi, et Philippe aussi, on n'a pas vraiment compris que, enfin plus moi, parce que je me disais bon super, on a un média, les gens vont regarder des choses qui sont intéressantes, on va les faire financer et c'est pas pour gagner des millions, parce que si c'était pour gagner des millions, je continue à travailler à la télévision et puis je te parle de l'Ukraine et de ci et de là et puis voilà, tu gagnes des sous, hein. Mais non, je voulais parler d'autre chose, mais il y a des gens qui s'y intéressaient. La télévision en général s'y intéresse pas, donc on s'est dit il faut trouver un médium différent, donc YouTube. Et malheureusement non, c'est pas viable, parce que s'il y a 100 personnes qui vont regarder un truc, et c'est pas viable. Tu peux pas vivre que de ça. Donc du coup, il faut le faire en plus de ton travail, ce qui demande beaucoup plus de temps. Et c'est pour ça que Marie-Madeleine, quand je l'ai fait, et là je suis parti tout seul, pareil pendant mes vacances, et j'ai mis presque un peu moins, j'ai mis 1 an et demi. Mais là, il est en train d'être fini. Heureusement, j'ai des amis qui m'aident, qui font des choses que je ne sais pas faire, l'étalonnage, le mixage, et voilà. Et puis, il sera prêt peut-être en septembre. Écoute, là, je propose justement qu'on puisse regarder le teaser aussi de ce film. La psychologie des profondeurs de Jung, et il te dit que tu sois chrétien, pas chrétien, que tu sois européen ou chinois, tu as les mêmes images des archétypes qui viennent. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le basilic, il est à l'intérieur de nous. D'abord, c'est pas l'image classique de Marie-Madeleine. Il y a différentes facettes et je découvre que la courtisane, elle a plusieurs rôles. Un rôle initiatique. C'est fort, c'est fort ici. C'est fort, moi, dans le sens culturel, ce que j'ai appris et ce que j'ai intégré affectivement et tout. Montre-moi ton visage, ma colombe, ma toute belle. L'hiver s'en est allé, sèche tes larmes. Voilà, je pense que ce film, c'est un film qui te tient beaucoup à cœur. Ça a été une très belle expérience pour toi. Parce qu'on en a déjà discuté un petit peu ensemble. Qu'est-ce que tu peux nous partager à ce sujet-là aujourd'hui? C'est très très riche en fait cette histoire, parce que le comment ça a démarré, c'est riche, le pourquoi, le comment ça s'est fait, mais ça a été que des choses, que des trucs improbables en fait qui se sont produits. J'ai reçu un mail que j'aurais jamais dû avoir. Je suis rentré en contact avec quelqu'un que je ne connais absolument pas, qui avait lancé un mail. Le mail s'appelait Une bouteille à la mer. Donc, elle s'adressait à personne en particulier. Elle cherchait quelqu'un qui puisse justement faire passer le message qu'elle voulait faire passer, parce qu'elle arrivait sur la fin de sa vie, et voilà. Et donc du coup, j'ai pris contact avec cette personne et je lui dis oui, le message est intéressant, ce que vous avez à dire. En 2 mots, c'est une revisite alchimique de la basilique de Vézelay, plus tout ce qu'il y a autour, et qui remet Marie-Madeleine à sa vraie place que lui a enlevé l'Église. Enfin voilà. Donc, je vais pas dévoiler plus, mais de toute façon c'est très ça se joue autour de ça. Mais du coup, moi, comme je l'ai dit au début, ce qui m'intéresse, c'est les humains, et donc du coup, ce qui m'intéressait, c'était elle, c'était Marie-Claire, cette personne-là. Et je dis, écoute, moi, je viens
écouter. Au début, puis c'était que par mail. Je veux bien venir faire des images, mais si je fais, si c'est sur vous, si c'est un documentaire sur vous. Et alors, elle a eu du mal parce que je te dis, elle est âgée, et puis elle me vendait qu'elle était au bout du rouleau, ce qui n'était pas le cas, mais et donc du coup j'ai eu son accord en disant bon, ok, d'accord, je parle de moi et ça passera au travers de ce personnage-là. Après j'ai insisté auprès de Philippe et de Laurent Jacques et ils voulaient pas. Et puis un jour il y a eu cette émission fatidique de Merci, on vous écoute, où Virginie Sofia tire du truc Marie-Madeleine, et là elle dit ah, vous faites quelque chose sur Marie-Madeleine? Je revenais pas. Je dis non, c'est quoi? Et donc du coup là, c'est là où Laurent Jacques a dit bon, ok, d'accord, je vais venir. Et donc il est venu 2 jours sur la semaine pour agrémenter, parce que c'était compliqué. Moi j'avais 2 caméras, j'avais une caméra dans chaque main. J'avais un trépied, je posais la caméra pour faire le plan large, et puis j'avais l'autre caméra, je faisais les plans serrés. Puis je partais, je reculais. Ça a été folklore. Hein. Et puis il fallait surveiller le son. Et puis voilà. Et en fait, Laurent Jacques, il résume bien la situation. Il dit, parce que quand je suis allé le chercher au train, parce que moi j'étais déjà là depuis 2 jours, je vais le chercher au train. Et je venais d'arriver, mais j'avais été chercher Marie-Claire justement. Et il pleuvait le premier jour à Vézelay. Bon. Et le lendemain, il fait beau. Et en fait, il a fait beau tout le temps. Et tout autour, il faisait pas beau. Donc il faisait beau que chez nous. Oui, sentiment particulier certainement de voir que tout s'éclaire pour vous. Est-ce que justement dans tout ce que tu as réalisé, il y a un moment particulier où tu as senti une connexion profonde? Écoute, il y a plusieurs moments. C'est pareil. Il y a un moment donné, c'est que tu finis le film. C'est pas au moment où tu es dedans, tu vois. Tu dis ah punaise, là je tiens un truc, tu vois, je tiens quelque chose. Et surtout les films. Parce que tous les films, ça parle de personnes, donc du coup, il y a de l'émotion qui passe. Et un jour, par exemple, avec Pierre, quand on a fait son doc là sur le cirque d'hiver, entre guillemets, c'est un chef d'orchestre, les semaines de répétition. Puis en fait, j'ai eu des moments mais émouvants, des passages vraiment forts, parce que j'étais là au bon moment. Donc si tu veux, oui, pour répondre à ta question, c'est en fait, tu te rends compte que tu es là au bon moment, et tu dis ah bah tiens, 5 minutes, même pas 1 seconde avant, c'était pas bon. 1 seconde après, c'est pas bon. La caméra, c'est pareil. Si tu filmes, tu prends 2 cadreurs dans la même salle, ils vont pas te ramener les mêmes images, tu vois. Donc c'est vraiment, c'est comment tu te sens. Est-ce que tu es dans le mouvement, tu vois. Et là, sur un documentaire, c'est comment tu es avec la personne. Et puis du coup, paf, ça arrive. Ça arrive. Après, il y a d'autres surprises. Moi, j'ai fait pendant le confinement. La veille où on apprend ça, je dis c'est pas possible, qu'est-ce que je vais faire moi? Et mon patron il me dit tu veux faire un doc? Je dis ouais, on va faire un doc. Il dit bon appelle des gens et fais des Skype, et puis on fait un journal de bord. Je dis ok. Donc j'appelle des amis, plusieurs amis, ma mère, ma fille, des amis à droite à gauche, de genres différents, tout ça. Puis j'ai une dizaine de personnes, puis je leur dis si ça vous dit, je vous appelle tous les jours, ou 1 fois ou 2 fois, ou au final ça a été 1 fois par semaine, ça a duré 3 mois, donc mais ça faisait long. Et puis j'ai dit puis vous m'enverrez des trucs que vous faites à la maison par téléphone. Voilà, c'était, tu vois, quand tu me disais est-ce que tu as préparé, j'ai dit bon le point de départ c'était ça. Alors il dit Hakim me dit ouais, pas de problème et tout ça. Et donc ça a commencé, et en fait au fur et à mesure, puis ça durait, puis au fur et à mesure je dis les gens vont pas regarder ça pendant 52 minutes. J'ai commencé à prendre mon téléphone, j'ai filmé mon fils en train de faire ses Legos, en train de discuter, en train de faire ci, je me suis filmé en train de faire mon poulailler, je me suis filmé, et du coup j'ai pris une caméra, je la posais, puis je me filmais en train d'appeler les gens par Skype, et puis un jour paf, j'ai le fil conducteur, je l'avais, enfin au début en fait ça s'est passé. Et tous les jours, je filmais un arbre, parce que ça a commencé, c'était l'hiver, donc l'arbre, il n'avait pas de feuilles. Et tous les soirs, tous le matin plutôt, je posais ma caméra sur cet arbre, je faisais le même plan, et au fur et à mesure, les feuilles sont apparues, tu vois. Et ça a été mon fil conducteur du documentaire. Et puis là, c'est pareil. Il m'est arrivé des trucs extraordinaires. J'étais sur le Skype, il y avait des gens, et on a vécu, parce que c'était
c'était fort quand même comme moment, tu vois, même d'introspection. Et du coup, ça faisait double introspection pour ceux qui me parlaient, et puis moi aussi. Et puis sauf que en plein milieu du documentaire, j'ai dit jamais je pourrais pas faire un journal de bord, c'est pas possible. J'ai vu mon patron, je lui ai dit écoute, ça va pas marcher le journal, j'ai une idée, j'ai une autre idée, je laisse-moi faire. Et il a dit ok, vas-y, je te laisse faire. Et donc du coup, j'ai fait ce documentaire qui était un mélange de moi au milieu, les jours qui passent, les feuilles qui poussent, les plantes qui poussent et les gens comment ils vivent au fur et à mesure. Voilà, c'était. Mais donc du coup, tu vois là, il y avait rien de préparé. Puis là, vous pouvez même pas savoir ce qui se passait, tu vois. Donc mais ça c'est. Et le film, il s'est monté très très facilement en fait, alors qu'on avait, je te dis, j'imagine 3 mois à filmer, j'avais des heures et des heures et des heures, des heures. Et est-ce que tu as l'impression que l'invisible, si je peux l'appeler comme ça, attend quelque chose de toi en tant que réalisateur par ton travail? Est-ce qu'il attend quelque chose? Ah. Alors je voudrais choquer personne. Mais j'ai du mal avec cette idée de, comme tu disais, de chemin de vie, on m'a dit qu'il fallait que je fasse ça, etc., etc. Donc, je pense pas qu'on ait besoin que qui que ce soit, et ni la conscience universelle, ni le Dieu comme vous voulez. Je parle pas pour toi, hein, je dis pour tout le monde, mais ait besoin de moi. Ou il a besoin de moi parce que je suis. Donc c'est le serpent qui se mord la queue, tu vois. Évidemment, si je suis là, c'est pour moi, donc c'est pour l'univers, donc c'est pour, tu vois, c'est pour tout. Je fais mon expérience ou je fais ce que je fais, et effectivement, alors je vais répondre plus de manière plus simple. Effectivement, si quand tu es sur un chemin qui te convient, c'est pas qui convienne à qui que ce soit, puisque c'est qui te convient, tout se passe bien et les choses sont fluides. Quand tu es sur un mauvais truc, il t'arrive que des merdouilles et ça dérape et tu tombes et tu te casses la jambe et etc., etc. Et effectivement, la seule chose à faire, c'est réussir à s'écouter et se dire bon voilà, ce qui me nourrit et ce qui me rend joyeux, ce qui me donne de l'amour, c'est cette voie-là. Mais c'est très compliqué de savoir qu'est-ce qui donne de l'amour à l'autre et à soi encore plus. Et donc voilà. Mais je pense pas que quelqu'un d'autre que moi attende. Tu vois, c'est moi, c'est avec moi. Et quand je dis moi, évidemment, c'est mes moi peut-être, ou c'est en tout cas des choses plus lointaines, plus hautes ou plus basses ou plus derrière ou je ne sais quoi. Mais on n'attend rien. Il n'y a pas d'attente. Il n'y a pas de il faut. Si tu inclus le terme de est-ce qu'on attend quelque chose de toi, ça veut dire qu'il faudrait faire ça. Je pense pas qu'il y a de il faut. Ça n'existe pas, les il faut. D'ailleurs, si on te dit il faut, il faudrait faire ça. Non, j'ai du mal avec il faut. Les choses se font, c'est fluide, et quand c'est fluide, c'est bien, et quand c'est bien, ça génère de l'émotion et de l'amour, et c'est ce qui fonctionne. Alors, si on enlève le il faut, et on va peut-être conclure là-dessus, qu'est-ce que tu aimerais surtout, toi? Qu'est-ce qui te ferait vraiment plaisir? Qu'est-ce que tu imagines dans un futur un peu proche ou plus lointain? Quel serait un projet qui te tient à cœur? Ah oui, on a. Alors je dis on parce que là cette fois-ci j'inclus Laurent Jacques qui est, je l'appelle mon scénariste. Donc lui il m'appelle Montréal, il me dit Montréal. Donc enfin on rigole bien là-dessus, mais on travaille on a travaillé longtemps côte à côte et on a travaillé ensemble et on a envie de continuer à travailler ensemble, mais sur d'autres domaines. Et pour faire simple aussi, la télévision telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'est le seul moyen de gagner de l'argent, de rentabiliser ce que c'est un film. Comme c'est pour faire du cinéma, il n'y a pas d'autre moyen. Ou alors effectivement il y a les crowdfunding et tout ça, mais c'est très compliqué. Enfin, c'est un crowdfunding sur 1000 qui va réussir. C'est une bonne chose, hein, ça peut fonctionner aussi. Mais il y a la télévision. Et nous, notre idée, c'est de se dire, est-ce qu'à un moment donné, on va réussir à rendre ça vivable, c'est-à-dire faire lier donc les compétences et notre passion. Donc, en tout cas, aborder, voilà, on va dire ça comme ça, aborder des connaissances, des savoirs, aborder des sujets qui
qui permettrait d'aller mieux, d'être plus en phase avec le soi, se poser plus de questions. Je trouve que je l'ai vécu, donc je pense que on est nombreux comme ça à avoir des phases où on se pose plus de questions parce qu'on est submergé par le travail, le métro boulot dodo comme on dit, et donc du coup on s'interdit de se poser des questions, on s'interdit de travailler sur soi entre guillemets. Et quand je dis travailler sur soi, c'est simplement s'observer et tout ça j'ai envie d'en parler. Mais effectivement, la société ne nous amène pas à ça. La société nous dit salut le drapeau, va part en guerre parce qu'il y a des méchants à droite, à gauche, au milieu, travaille parce qu'il faut payer ça, etc., etc. Et moi, j'ai envie de sortir de ça, mais il faut pouvoir en vivre. Voilà. Donc, je suis dans cette transition-là qui est de comment trouver un moyen de faire passer certaines choses, d'éveiller, ça, comme je disais tout à l'heure, tu vois, d'éveiller la curiosité. Dire aux gens, ah ben tiens, ah oui, effectivement, parce que la spiritualité, je vous le dis, ce n'est pas que aller voir un médium ou se faire tirer les cartes. C'est pas ça la spiritualité. Ça, c'est une partie. Et encore, on peut en discuter. Mais c'est pas ça la spiritualité. La spiritualité, c'est des savoirs multiples. Il y en a qui souvent se rejoignent. C'est des connaissances. Et c'est des choses qui te nourrissent. Non, parce que ce qui est important, c'est maintenant. C'est comment je suis. Ah ben là, je suis bien, donc ça veut dire que je suis sur la bonne voie. Ah ben là, je suis pas bien, donc il va falloir que je change de voie, quoi. Tu vois, il faut pas que je sois là. C'est tout. J'ai pas besoin qu'on me dise ça va aller mieux demain, parce que tu auras changé de voie. Mais si tu t'observes, si tu dis ah là c'est bizarre, j'ai mal au genou. Là c'est bizarre, je me suis cassé la jambe. Là c'est bizarre, ma voiture elle démarre plus. Peut-être que je suis pas sur la bonne voie. Mais qu'est-ce que c'est ma voie? Mais c'est en fait se revenir à ça, c'est se poser des questions, c'est s'observer. Je pense que le plus important, c'est s'observer. Et d'ailleurs, en s'observant, on se trouve. Et on peut découvrir le je suis, qui est derrière l'observateur. Mais voilà. Bien, alors pour que tu puisses t'observer, observer le monde, donner des informations et les partager, voilà, il y a beaucoup de projets, beaucoup d'envies qui sont là pour proposer des choses à tout le monde. Donc moi, je vais quand même le dire, parce que toi, tu ne le diras pas, mais on ne sait jamais, hein, si un mécène qui est en train de regarder cette émission, eh bien, qu'il sache qu'il y a de très beaux projets dans lesquels investir. Alors, je dis ça en riant, bien sûr, mais il y a un fond de sérieux quand même. Non, mais c'est vrai, oui, bien parce que, tu sais, ce matin, je discutais avec un galeriste qui me disait qu'en France, avant le Covid, il y avait 20 000 galeries en France. Aujourd'hui, il me disait qu'il en restait 2000. Alors bon, j'ai pas été vérifier son chiffre, mais même si ce n'est pas exact, on voit quand même qu'il y a quelque chose qui s'est passé, qu'il y a une chute libre. Et c'est vrai que tous ces milieux, ça n'a jamais été évident pour les artistes, mais peut-être encore plus difficile maintenant. Et donc, il y a énormément de projets et je vous assure que l'art, dansez sur votre tête, mais on est tous concernés parce que nous vivons dans un monde qui est empreint d'art. Vous vivez dans des maisons qui ont été construites en tout cas inventées par des architectes. Vous allez dans des églises, vous voyez des vitraux, vous voyez des sculptures, vous voyez des jardins magnifiques qui ont été pensés aussi par des paysagistes. Quelles que soient vraiment les choses que l'on fait, l'art, il fait partie de notre vie. Vous avez des nappes qui sont posées sur la table, une jolie lampe, peu importe. Ça se retrouve à tout niveau, même dans une décoration de gâteau, même dans un bouquet de fleurs, on peut vraiment aller loin. Et donc, c'est vraiment essentiel à nos vies. Tout le monde écoute de la musique, tout le monde est porté par ces choses-là aussi. Donc, vraiment, l'art à tout niveau, de toutes les matières, c'est ce qui rend notre vie quand même très très agréable. Et donc, on a besoin des artistes. On ne s'en rend peut-être pas toujours compte, mais on en a vraiment besoin. Et donc, s'il y a des personnes qui ont envie de soutenir tout ce genre de projet, eh bien, merci beaucoup à vous déjà. Merci pour tout ce que vous pouvez faire pour aider selon vos possibilités. Et bien sûr, le lien de Cyril, comme celui de tous les invités, se trouve dans le descriptif de cette vidéo. Cyril, est-ce que tu as envie de nous donner un petit mot de la fin ?
Non, je voulais juste rebondir sur ce que tu disais. Je rappelle quand même aux gens que Léonard de Vinci était payé par ses commanditaires, je veux dire une bêtise, donc je dirais pas. Molière était payé par le roi de France. Donc les artistes de tout temps ont vécu parce que il y avait ils vendaient pas ce qu'ils faisaient, on les payait pour faire ça. Et c'était le mécénat. Et on a perdu le mécénat aujourd'hui. Et je pense qu'il y a le moyen de s'en sortir pour justement que l'art vrai existe, c'est que le mécénat revienne. Parce qu'autrement, tu es soumis aux aléas de qui est au pouvoir et de qui a le pouvoir. Donc effectivement, comme tu le dis, l'art ne peut pas exister sans argent parce qu'il faut bien que les gens vivent pour faire de l'art. Et que peut-être que le mécénat, c'est effectivement la sauvegarde, ce qui sauvera l'art. Je l'espère en tout cas. Bien, je te remercie Cyril, merci pour tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui. Merci à toi. Merci. Je vous remercie d'avoir regardé cette émission et je vous dis bien sûr à très vite dans la suivante.